Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Les présidents russes et états-uniens ont échangé, et ce, sans avertir l'Union européenne. Tout le monde est là. Une réunion d'urgence a été organisée ce lundi par Emmanuel Macron. Tout bien installé. Ah, on mange? Non, on mange pas, non. On pouvait compter une dizaine de dirigeants européens et de l'OTAN. Comme vous le savez, la France va mal, la France est en crise. Penser sur la question de la sécurité collective de l'Europe. Alors, pour la sauver, grande idée. 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala. Jackpot. Si Monsieur Lavrov souhaite un appel avec vous, vous répondez? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Nous sommes en guerre. Voyez, et c'est vraiment Surfing USA. Vous avez entendu la musique que Julien Delmas a passé, le Surfing USA. Eh bien oui, il surfe. Trump surfe actuellement, mais il surfe avec qui? Avec Poutine. Et alors les Européens disent comment vous allez surfer avec Poutine sans nous? Mais ça ne va pas du tout. Voilà pourquoi Macron, hier, a organisé une mini-conférence de la mini-Europe pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et apparemment, les avis sont divergents. On va en parler avec le colonel Jacques Augard. Où en est-on dans cette géopolitique? Et où en est-on au moment où cela fait 2 OQTF algériens qu'on a essayé d'expulser et qui nous sont renvoyés comme une balle de tennis et on n'arrive pas à les expulser. Voilà. Quelle est notre marge de manœuvre? Vraiment un vrai problème. Et puis, on va vous donner des nouvelles de la manne céleste. Et oui, pendant que les équipes, les muscovites de Elon Musk travaillent à voir ce qui se passe dans les dépenses d'État américaines, les dépenses des ONG, des USAID, avec l'argent du contribuable américain, ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars et chaque jour apporte ses découvertes, vous allez voir. Et en France aussi, mais en France, allez, on est des petits joueurs à côté, on est des petits joueurs. On va parler évidemment de tout ça, puis les perles, les huées, les bravos bien sûr. Et en seconde partie d'émission, nous allons recevoir Claire Fourcade et nous allons parler d'un problème, plus qu'un problème qui nous concerne tous, hein, la fin de vie, euthanasie, soins palliatifs. Où en est-on? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça touche non seulement tout le monde, ça touche à l'éthique, ça touche à la biologie, ça touche à l'humanité. On reçoit Claire Fourcade à partir de 13h. À tout de suite. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et hier à l'Élysée, certains Européens ont parlé à certains Européens. Voilà, réunion effectivement organisée à l'initiative du président de la République, bien sûr, et il y avait en fait un aréopage intéressant de chefs d'État, de premiers ministres, etc. Ils étaient 8 sur les 27 de l'Union européenne, donc je rappelle rapidement le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique Keir Starmer, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le premier ministre polonais Donald Tusk et ses homologues espagnols Pedro Sanchez, Dick Schoof le néerlandais et Mette Frederiksen la danoise. En plus, le président du Conseil européen Antonio Costa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte qui ont aussi pris part à la discussion. Il en est sorti quoi? Écoutez, grosse discussion, pas de communiqué, mais voilà. Et puis beaucoup, effectivement, de divergences entre ceux qui disent « Oui, nous sommes prêts à envoyer des troupes, attention, pour maintenir la paix, si armistice il y a. » C'est le cas de Keir Starmer et d'Emmanuel Macron, éventuellement. Olaf Scholz est beaucoup plus réservé. Donald Tusk aussi. Meloni, c'était vraiment pas du tout al dente. Et enfin, voilà. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps, ça y est, le même jour, pratiquement, en tout cas hier soir et aujourd'hui, ça y est, les contacts russo-américains ont repris. Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré Marco Rubio et ses équipes, le secrétaire d'État, donc Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères des USA. Et c'est parti. Alors l'Europe dit, on va être dans le coup, on ne va pas être dans le coup. Qu'est-ce qui se passe? Puisque, en principe, d'ici quelques jours, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en principe également en Arabie Saoudite. Comme par hasard, qui devient le pays de la médiation. Colonel Jacques Augard, bonjour.
Bonjour André Berkoff, merci de votre invitation. Mais merci à vous d'être là. Écoutez, vous êtes consultant géopolitique et je rappelle, auteur de La guerre en Ukraine. On avait parlé avec vous aux éditions Hugo Doc, La guerre en Ukraine. Oui. Alors, que vous inspire, face à ce qu'on sait depuis quelques jours, Trump a parlé à Poutine longuement, 1h30, il a fait un long communiqué là-dessus. Il se retrouve dans, on pense, quelques jours en tout cas, et pour le moment déjà Russes et Américains travaillent. Et nous, ici, à l'initiative donc du président, organisation de cette mini-conférence au sommet à l'Élysée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Colonel Hogar? Écoutez, moi, ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est que d'abord, la guerre va se terminer, je pense, en Ukraine. Ouais. Il va y avoir une paix, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Et cette paix, elle va être déterminée par deux personnages majeurs. Vladimir Poutine, qui est un chef d'État aguerri, et Donald Trump, qui a quand même une expérience de président qui remonte à 4 ans en arrière, mais qui est aussi un entrepreneur aguerri. Donc je pense deux hommes de taille certaine, de caractère certain, et je pense qu'un accord va être trouvé entre eux. Alors, la deuxième réflexion, c'est qu'évidemment, l'Europe et même l'OTAN, puisque vous avez rappelé avec raison qu'à cette mini-réunion hier soir, où il y avait, je crois, 6 pays sur 27, non pas 8, parce qu'en fait, il ne faut pas compter l'Union européenne et l'OTAN comme... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait 8 représentants, en tout cas, dont Ursula... von der Leyen, la fameuse, et la fameuse, oui. Et puis Mark Rutte, qui a remplacé Jens Stoltenberg comme secrétaire général de l'OTAN. Oui. Et ces gens, à mon avis, cette réunion traduit en fait la panique qui s'est emparée d'eux. On est hors jeu, et qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on est hors jeu, il faut le rappeler pourquoi. On est hors jeu parce que finalement, dès le début de cette guerre, on a pris parti pour un des belligérants, et le belligérant en question, malgré le puissantissime soutien de l'OTAN, de l'Amérique, de Biden, nuance importante, et de l'Union européenne, ce pays est maintenant exsangue et a perdu la guerre. La guerre est perdue en Ukraine. Alors on le voyait. Et pourtant, excusez-moi, Colonel Hogar, et pourtant, nombre de médias, je parle pour la France, mais ailleurs, continuent de dire encore aujourd'hui, alors nous parlons, mais non, ce n'est pas joué. L'Ukraine peut encore gagner la guerre, même s'ils sont pas très nombreux, mais il y en a encore. C'est-à-dire que, comment vous expliquez quand même que pendant 2 ans, le métaverse a joué avec cette puissance? Mais non, c'est fini. Poutine est fini. Enfin, on ne veut pas revenir sur le cancer et tout le reste. Comment il se fait qu'encore aujourd'hui, vous avez des gens qui font comme si, mais non, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai? Alors moi je pense que c'est deux choses, c'est le déni du désespoir. On a perdu, et alors on s'est trompé sur toute la ligne, et d'autres nous l'avaient dit d'ailleurs que nous nous trompions au fur et à mesure, mais nous ne voulions pas l'entendre. Donc c'est le déni du désespoir, c'est l'aveuglement absolu. Et puis, pourquoi cette attitude, en particulier des médias qui ont relayé tout ça pendant 2 ans et demi? C'est l'idéologie qui refuse le réalisme et le pragmatisme. Donc, on a aujourd'hui un Poutine qui est un pragmatique, un Trump qui est un pragmatique, et ils vont s'entendre parce que ce sont des pragmatiques, même s'ils ont des intérêts éventuellement divergents. Mais de l'autre côté, vous avez une bande d'idéologues aveuglés, aux abois, perdus, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont perdu, et alors ils cherchent absolument à trouver des... Le pire, c'est Keir Starmer, le premier ministre britannique, qui lui parle d'envoyer des troupes tout de suite. Enfin, pourquoi faire? Pour faire tuer des Britanniques? Moi, j'ai de l'estime pour les soldats britanniques. J'ai fait quelques stages chez les Royal Marines dans le temps. Je les ai pratiqués sur le terrain, où ils peuvent être un peu perfides, du style perfide Albion, c'est vrai, mais ce sont des soldats. Je ne vois pas l'intérêt d'aller les faire tuer dans un conflit qui est perdu, et tout le monde le sait, en particulier les chefs militaires.
Ouais. Alors justement, de ce point de vue-là, que cherchait quand même Emmanuel Macron? Bon, prendre l'initiative, très bien, mais c'est quoi? Est-ce qu'à votre avis, l'Europe cherche quand même un strapontin pour assister au moins, je ne dirais pas en coulisses, mais à un coin de la table, comme quand vous vous rappelez, Poutine avait reçu Emmanuel Macron au bout d'une table de 10 mètres. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est de figurer quand même là? Parce que ils ont dit non, on va pas envoyer des troupes, Keir Starmer ou même Emmanuel Macron, mais c'est pour assurer la paix, alors que les Américains parlent déjà de soldats chinois ou voilà. À votre avis, c'était quoi le but? C'était de faire du bruit? Le but, c'était essayer de faire du buzz, parce qu'on est dans une politique spectacle. Ouais. Malheureusement, en France et dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est vraiment une politique spectacle. Mais je pense qu'il y a la volonté aussi d'essayer, mais à mon avis, ce ne sont pas eux qui détiennent la clé de tout ça, évidemment. Ouais. Essayer d'éviter une capitulation, ou ce qui revient à être une capitulation de M. Zelensky en Ukraine, et essayer de masquer ça par une espèce de grande messe de négociation. Voilà, mais nous ne sommes meneurs de rien. Il faut pas oublier que pendant plusieurs années, autrefois, quand M. Trump faisait son premier mandat, il a été quand même passablement dénigré, voire insulté par tous ces responsables ouest-européens, qui maintenant aujourd'hui le voient revenir avec terreur, en fait, depuis le 20 janvier. Bon, il n'a pas envie de leur faire de cadeaux, et c'est normal, je me mets à sa place, le contrat de confiance est rompu. Et de l'autre, vous avez un Poutine qui est copieusement insulté, dénigré, lui aussi depuis, alors traité carrément de Hitler, etc. Oui, absolument, traité de nazi, de Hitler, etc., même si on n'est pas à une incohérence près. Mais ça fait 2 ans et demi que ça dure. Et maintenant, il faudrait qu'il accepte de négocier avec ces gens qui ne représentent pas grand-chose à ses yeux, qui l'ont trahi plusieurs fois et pour lesquels il a un immense mépris. Voilà. Alors c'est très intéressant, Jacques Hoggard, parce que oui, en fait c'est intéressant, vous parlez de Zelensky, Vladimir Poutine vient de dire qu'il est prêt à négocier avec son homologue ukrainien Zelensky, si nécessaire, à assurer le Kremlin aujourd'hui. Maintenant, dans le cadre juridique des accords, doit être discuté, bien sûr. Alors que c'est Zelensky qui disait jamais je ne négocierai avec Poutine. Il a changé d'avis depuis, mais c'est intéressant. Bien sûr. Je dirais que le plus réaliste de la bande, si vous voulez, c'est Zelensky, parce que Zelensky, il est au courant du désastre absolu que représente cette guerre. Pour son armée, qui est exsangue, pour la jeunesse ukrainienne, qui est exsangue, ou qui a fui à l'étranger, pour un grand nombre d'entre parmi elles. Donc, il est confronté à une situation désespérée. Il n'est plus le président élu. Ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'on va lui imposer une élection libre et transparente en Ukraine, et il sera battu. Alors vous me direz, il aura mis assez d'argent de côté pour aller se refaire une vie dorée sur la Riviera ou ailleurs. Quelle gloire! Mais quelle gloire, oui, mais quelle gloire, voilà. Et en réalité, Zelensky est un homme fini, et il le sait très bien. Alors il va essayer peut-être de négocier son départ dans des conditions acceptables pour lui et pour son clan. Mais je pense que l'Ukraine de Zelensky ne sera pas évidemment l'Ukraine de demain. C'est clair que ce ne sera pas effectivement le même territoire, tout à fait. Et donc tout se joue effectivement entre Poutine et Trump, avec l'Europe comme spectatrice. Mais je voudrais vous faire réagir, collègue Jacques Hoggard, sur ce que vient de dire notre Premier ministre François Bayrou. Il y a eu une réunion sur l'Ukraine qui se tenait à Marignan, et il a dit ceci hier, selon une information de BFM TV. Écoutez, voilà ce qu'il a dit, François Bayrou. Pour la première fois depuis 1945, la guerre peut arriver sur le sol européen autour de nous. On est dans un contexte des années 30. Attention, les années 30, avec des icebergs qui arrivent face à nous, et la réunion de Paris-Élysée n'a pas permis de les éloigner. Et il ajoute, on assiste à une alliance inenvisageable de Poutine et Trump qui marginalise l'Europe sur son propre sol.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi je dis que M. Bayrou est prisonnier de son idéologie et en même temps qu'il fait un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe s'est totalement déconsidérée, a perdu tout crédit. L'Union européenne, en fait, est, pour moi, à mes yeux, en tout cas, le mal absolu. C'est celle qui nous a entraînés dans cette affaire. Et la France, qui aurait dû avoir une position indépendante et souveraine, s'est ralliée, d'ailleurs progressivement, pas tout de suite, hein, si vous vous rappelez bien les choses, à cette position qui était elle-même alignée sur la position américaine, la position, on va dire, en surface de la position démocrate du clan Biden, qui était en fait le clan Obama, le clan Clinton avant, etc. Mais qui reflète aussi l'absolue obéissance à l'État profond américain. Celui-là même que Donald Trump a entrepris de démanteler. Oui, on le voit avec ce qui vient de se passer pour USAID. Tout à fait, on va en parler d'ailleurs de cela. Jacques Hoggard, juste un mot. Mais Bayrou dit autre chose aussi, et il n'est pas le seul. Il dit, mais attendez, même Zelensky l'a dit et d'autres, attendez, si Poutine gagne dans cette affaire où on le laisse gagner, eh ben il va s'en prendre à l'Europe. Il dit ça, hein. La guerre peut arriver sur le sol européen, certes, ça se passe sur le sol européen. Autour de nous, les bruits de bottes qu'on entend, attention la France, attention l'Angleterre, attention la Pologne, les Russes arrivent. Alors c'est le syndrome que vous évoquiez tout à l'heure. On assimile Poutine à Hitler et à sa volonté immense de conquête de territoire, etc. Je peux vous dire que c'est absolument pas le cas à mes yeux. Je pense que Poutine voulait régler le problème de cette Ukraine otanisée depuis les années 2000, mais très fortement à partir de la révolution orange de 2004 et puis 2014, la prise du pouvoir, le putsch de Maïdan, si on peut dire. Et je pense qu'à partir de là, Poutine n'avait pas d'autre choix à un moment donné que de sortir les griffes. Mais l'ours russe veut une Ukraine paisible et prospère, mais neutre. C'est ça. C'est son glacis protecteur, si je puis dire. Donc, on a arraché l'Ukraine, qui est en fait la petite sœur de la Russie. On l'a arraché à l'influence russe, peut-être. En tout cas, la partie ouest, définitivement, probablement. Mais on va redessiner des frontières. Et il est évident que la nouvelle Ukraine, le reliquat d'Ukraine qui va rester, je rappelle que l'Ukraine n'a existé que 3 fois en tant qu'État dans son histoire, hein, et la plus longue est la période qui vient de s'écouler depuis la chute de l'Union soviétique. Depuis 91, cette Ukraine-là, il n'acceptera pas qu'elle soit dans l'OTAN. Et Trump l'a parfaitement compris, puisque Trump l'a mis sur la table tout de suite. Et ça ne veut pas dire que M. Poutine s'apprête à envahir le reste de l'Europe. Oui, c'est ça, vous n'y croyez pas à ça, vous ne croyez pas du tout à une invasion. Mais il a un énorme territoire qui ne demande qu'à être mis en valeur et à développer ses richesses à partir du moment où il est en paix et où justement il est maintenant adossé à un autre ensemble de notre faute, hein, qui sont les BRICS. Il aurait pu être le partenaire européen parfait, puisqu'il est européen. Et on l'a repoussé à longueur de gaffe, avec les prix pendant tant d'années, que maintenant, voilà, on en est à cette situation. Et les dirigeants européens, ouest-européens, sont d'une mauvaise foi colossale. Ils l'ont poussé dans les bras de la Chine et dans les bras et dans la création du BRICS. Merci, collègue Jacques Hoggard. On continuera à en parler, bien sûr, avec vous. Je rappelle votre livre, La guerre en Ukraine, aux éditions Hugo Doc. Merci. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous nos états, évidemment, parce que vous allez voir, non seulement ça balance, mais ça balance du fric, ça balance des dollars, ça balance de l'or, ça balance quoi? Eh bien, ça balance, qu'est-ce que c'est qu'une ONG? Organisation non gouvernementale. Et quand ces ONG, par essence, organisations non gouvernementales, en France, en Amérique et ailleurs, reçoivent 70% de leurs subventions du gouvernement, ça s'appelle comment ça? Eh ben, on en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Yes,
give me some money, give me some money, give me, I am a humanitarian, give me some money, please. Eh ben, écoutez, ça marche. Hein. Depuis que Elon Musk a lancé ses petits muscovites surdoués à l'assaut de l'État profond, ils sont mis à examiner, vous savez, les comptes. Voilà, ça s'appelle l'audit, hein, c'est pas nouveau. Simplement, en général, ça se passe. Attention, bon rideau de fumée, bon rideau en général, on ne voit rien, circulaire, rien à voir. Et puis là, ils se sont mis à voir. Et alors là, écoutez, on a commencé lundi dernier avec Maud Koffler à faire l'inventaire. Et alors, je vais vous donner un nouvel inventaire, hein, parce que chaque jour apporte ses révélations sur ce que les gens qui regardent les dépenses gouvernementales aux États-Unis apportent. Alors, je vous donne comme ça quelques exemples, parce qu'on préfère l'heure là-dessus. Alors, voilà. 3 millions de dollars ont été utilisés pour étudier les stéroïdes et les combats de hamsters. 3 millions de dollars pour les combats de hamsters. 2,3 millions de dollars ont été utilisés pour étudier les effets de la cocaïne sur les beagles. 600 000 dollars, et c'est très très, en parrot romance, c'est l'amour chez les perroquets. Évidemment, c'est très très important. Attention. 500 000 dollars pour agression raciale chez les souris. Eh oui, ça c'est vrai, hein. C'est vrai qu'il faut combattre le racisme chez les souris, c'est pas possible. 11 millions, 1,1 million de dollars, non, pas 11 millions, pour entraîner des souris à boire de façon excessive pour voir ce que ça fait. Est-ce que les souris sont alcooliques? 2,1 millions de dollars pour encourager les Éthiopiens à porter des chaussures. Ça, c'est bien. Attendez, 187 000 dollars, je vous assure que je n'invente rien, pour vérifier que les enfants aiment leurs animaux de compagnie. Oui, on ne sait pas si les enfants aiment leurs animaux de compagnie. Donc, il faut faire un sondage, une enquête. On l'a fait. Ah, ça, c'est très très bien. 2,7 millions de dollars pour étudier comment se comportent les chats russes sur des tapis roulants. Ouais, non, mais c'est formidable. Alors là, on va passer aux choses sérieuses, hein, parce que c'est pas fini, encore une fois. 10 millions de dollars pour la circoncision médicale volontaire masculine au Mozambique. 10 millions de dollars. 2,3 millions de dollars pour renforcer les voies indépendantes au Cambodge. C'est vrai, la démocratie, elle a besoin d'être... Attendant, on voit ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, mais elle a besoin d'être étendue. 32 millions de dollars au centre de la société civile de Prague. 40 millions de dollars pour un pôle d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. 14 millions de dollars pour améliorer les marchés publics en Serbie. Vous voyez? Ah oui, alors ça, c'est très intéressant, c'est vrai. 486 millions de dollars au consortium pour le renforcement des élections et du processus politique, dont 22 millions de dollars pour un processus politique inclusif très important, et participatif en Moldavie. Voilà. 21 millions de dollars pour la participation électorale en Inde, etc. Ah oui, ça quand même, voilà. 20 millions de dollars pour le fédéralisme fiscal au Népal. Voilà, c'est fédéralisme fiscal, c'est important. Et 19 millions de dollars, toujours au Népal, pour une conversation sur la biodiversité. Et oui, les Népalais ne savent pas ce que c'est, il est temps qu'ils le savent. Donc ça vaut 19 millions de dollars, etc. Ah oui, 47 millions de dollars pour améliorer les résultats d'apprentissage en Asie. Et enfin, 2 millions de dollars pour développer des modèles de recyclage durable afin d'accroître la cohésion socio-économique parmi les communautés marginalisées des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens du Kosovo. Voilà, les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens du Kosovo sont sauvés, modèle de recyclage. Et je ne vous parle pas de ce qui s'est passé par rapport à des ONG, par rapport à des Open Society de Soros, par rapport à tout cela. Voilà, ça se passe, on a parlé, vous savez, lundi dernier, de ce qui se passe avec les journalistes, avec l'AFP, avec un certain nombre de journalistes, etc. Tout ça, eh bien, ça sort, ça continue à sortir et ce n'est pas fini. Ce qui en dit long, sur quoi? Et vous savez très bien qu'on commence à parler de ce qui se passe, notamment Sarah Knafo, avec l'Agence française du développement, les millions dépensés ici et là, sans parler de la Chine et de l'Algérie. Hein. Donc à un moment donné, il faut se dire, attendez, qui paye? Qui paye? C'est l'argent des contribuables, que ce soit en France, en Amérique ou ailleurs. Qui organise tout ça? Même pas les politiques. Ce sont les bureaucrates, c'est l'administration. Voilà, et puis les politiques de temps en temps donnent leur amen. Mais enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez un ensemble, on l'appelle l'État profond, appelons-le la structure, appelons-le comme on veut. Vous avez une bureaucratie. C'est-à-dire qu'en fait, la démocratie,
c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Oui, ne rigolez pas tous à la fois. La bureaucratie, c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est des trillions de dollars dépensés dans le monde sans que les gens qui travaillent, qui produisent, qui amènent ces milliards ou ces millions, sachent le moins du monde où va cet argent. Eh bien maintenant, vous voyez, ça se passe. On commence à le savoir. Et à mon avis, on va pas finir de le savoir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est nous, les gars de la narine. Vous voulez dire de quoi? Non, je vous ai parlé de ma marine. Non. Je parle des savants cosinus qui jouent à la bataille du rail avec poudre blanche. Pourquoi? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Voilà les gars de la marine. Quand on est dans l'école bleue, on n'a jamais froid aux yeux. Eh oui, c'est nous les gars de la... là c'était la marine. Alors la narine, écoutez, on sait très bien que notamment certaines drogues, dont la cocaïne, circulent un peu partout, en tout cas dans le monde des jeunes, du showbiz, et il paraît que ça circule aussi chez les députés, des ministres, et pas seulement en France. Hein. Vous savez que à la Maison Blanche, on a trouvé quand même quelques très bonnes traces de lignes de poudre blanche. Alors on ne sait pas ce que c'était, on pense que c'était la ligne juste du parti, notamment du fils Biden, pour ne pas le nommer. Et puis là, vous voyez, à la télévision aussi, puisque un animateur de France 2, Christophe de Chavannes, pour ne pas le nommer, va comparaître jeudi prochain devant le tribunal correctionnel de Moulins pour, je cite, conduite en récidive en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants. Alors, selon les informations du quotidien La Montagne, cette comparution fait suite à un contrôle routier à Toulon-sur-Allier le 17 août 2024, après un excès de vitesse à 120 km au lieu des 80 km autorisés sur cette route. Donc, lors de ce contrôle, le producteur et animateur a été également soumis à un test de stupéfiants qui s'est avéré d'être positif à la cocaïne. Effectivement, Christophe de Chavannes balayait ces rumeurs, niait tout à fait ça, et il disait, vous savez, je savais très bien quelle réputation j'avais dans Paris, etc., mais c'est faux, tout ça. Et alors, en même temps, c'est intéressant, parce que, vous allez me dire, c'est du ressort de la vie privée, pas vraiment, la consommation de drogue, pas vraiment. Moi, j'ai pas de jugement de valeur, de jugement de morale là-dessus. Ce qui m'embête, quel que soit Christophe Chavannes, comme tous les autres, ne faites pas la leçon aux autres, ne faites pas la leçon morale, politique, c'est pas la peine. Vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, et c'est pas la peine. Et puis, alors, simplement, effectivement, on peut se poser la question quand la journaliste Élise Lucet s'est invitée dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale, vous savez, mardi 11 février, proposer aux députés de faire un test salivaire de détection de stupéfiants. Alors certains ont accepté, d'autres non. Et puis, vous voyez, à ce moment-là, Élise Lucet, il faut faire la tournée des Grands-Ducs, un peu partout. Alors, je sais ici, je peux l'affirmer, que ni Maud Koffler, ni Julien Delmas, ni Manu Asso, non, je vous assure, ils n'arrivent pas en se frottant le nez comme un certain nombre de gens. Non, ils sont absolument... Et moi-même, je vais vous dire, j'ai pu consommer il y a un moment, mais ma très grande faute, non. Je ne consomme plus parce que, pour une raison très simple, c'est qu'à un moment donné, il faut lucidité garder, sinon on est mal. Alors voilà, simplement, ne donnez pas de leçons, faites ce que vous avez à faire, mais ne recommandez pas aux autres ce que vous faites vous-même. C'est tout. Après, que la justice passe et que les gens se sentent heureux, c'est tout ce qui nous concerne. Je vous pique quelques secondes, André, simplement pour rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir et poser leurs questions au 0826 300 300, et vous pourrez poser des questions à Claire Fourcade, qui est l'invitée de la deuxième partie de cette émission. Pour son livre Journal de la fin de vie, ce sera un sujet sur l'euthanasie. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je les ai vus satisfaits du devoir accompli, les médias, le palais et puis tout ce qui s'ensuit. Mais mon amour,
Ils ne l'auront pas, ils ne l'auront pas, ils ne l'auront pas, effectivement. Et vous savez qu'en ce moment, on ne peut pas dire que nous soyons exempts d'impôts, hein. Nous sommes accablés d'impôts. Vous savez la phrase de Michel Audiard, bientôt nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. Eh bien, écoutez, ça, voilà ce que j'ai reçu. Moi, hier, par courrier, vous voyez, de ma compagnie d'assurance, AXA, pour ne pas la nommer, j'ai reçu ceci, alors tout à fait officiel, papier imprimé. L'État fait évoluer le régime des catastrophes naturelles. Ah bon? Je dis, qu'est-ce que c'est? Alors, vous savez, c'est un régime qui a été mis en état en 1982 pour indemniser les victimes de dégâts causés par la catastrophe naturelle. Très bien. Parfait. Alors, la situation aujourd'hui, et c'est là où ça devient intéressant, c'est toujours, je cite, le papier officiel qui m'a été envoyé. Donc, depuis plusieurs années, nous sommes témoins d'une accélération en fréquence et en intensité des phénomènes climatiques. Ah, nous y voilà, les phénomènes climatiques. Ces derniers causent des dommages de plus en plus importants. Le coût des sinistres climatiques a quadruplé en 40 ans, et on donne ceci, voilà, hausse du coût des sinistres climatiques entre 82 et 2023, ça passe de 1,5 milliard à 6 milliards d'euros. Alors oui, c'est impressionnant. Donc, cette multiplication des événements a déséquilibré le régime des catastrophes naturelles et nécessite désormais un accompagnement adapté des assurés. Alors, qu'est-ce qui change pour vous? Et quand je dis pour vous, pour moi, comme tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, l'État a décidé d'augmenter la cotisation additionnelle de la garantie catastrophe naturelle de votre contrat pour continuer à protéger l'ensemble des assurés face aux catastrophes naturelles. Donc, à vérifier vraiment si elles ont vraiment quadruplé, mais bon, enfin, je veux bien. Donc, ça va passer de combien? Eh bien, de 12 à 20%. Voilà, ça va passer le tarif catastrophe naturelle de 12 à 20%. Voilà, donc vous retrouverez en page suivante, etc., etc. Merci l'État. Vous savez, au fond, on n'est pas assez taxé, on n'est pas assez imposé. Moi, j'aimerais que vous imposiez un impôt sur l'air froid, puis un impôt sur l'air chaud, puis un impôt sur l'air tiède, et bientôt, impôt sur l'air que nous respirons. Je suis sûr qu'on va y arriver, étant donné qu'on a tellement besoin d'argent, et que cet argent est si judicieusement dépensé que nous n'avons qu'à nous incliner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On enchaîne, mais vous n'avez pas la poupée qui dit non de Polnareff. Donc, bien. Alors, on va parler de Jean-Noël Barrot. Il faut faire attention quand même à ça. Jean-Noël Barrot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Noël Barrot? Vous le savez que Jean-Noël Barrot, c'est notre ministre des Affaires étrangères. Lui, il est très déchaîné. C'est pas possible que ça continue comme ça, et qu'il faut effectivement des sanctions, et qu'il faut que l'Ukraine, il faut continuer quand même avec l'Ukraine. Il faut pas accepter ce qu'il faut accepter, c'est pas possible. Et voilà ce qu'il a dit hier sur LCI, notre ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, Jean-Noël Barrot était interrogé sur LCI, et voici ce qu'il a dit. Et Lavrov, affaires étrangères russes. Vous, je crois que vous n'avez jamais parlé pour l'instant, monsieur Lavrov? Non. Ouais. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez reprendre langue avec lui? Je pourrais reprendre langue avec lui lorsque nous aurons surmonté la difficulté majeure qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui est la menace provoquée par la Russie de Vladimir Poutine sur notre sécurité. Une fois que nous aurons dépassé cette menace-là, nous avons vocation à échanger. Et je le redis, nous avons tenté la méthode de la conviction, de la persuasion. Si vous appelle, vous répondez. Si monsieur Lavrov souhaite un appel avec vous, vous répondez? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Alors, c'est vraiment intéressant. Arrêtons-nous un peu sur cet épisode. Donc, aujourd'hui, les Russes, on l'a dit, les Russes, Sergueï Lavrov rencontrent depuis ce matin
Marco Rubio, les Russes rencontrent les Américains avant, dans quelques jours, la rencontre entre Trump et Poutine. On se parle. Et apparemment, Monsieur Barrot fait de la résistance. Il n'est pas le seul, effectivement. Non, il ne faut pas parler. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, il ne faut pas parler. Et ce qui est étonnant quand même, au-delà des on peut très très bien comprendre, effectivement, la Russie, les Russes ne sont pas, en tout cas les autorités russes ne sont pas des anges, c'est le moins que l'on puisse dire, et qu'on s'en méfie, oui, mais ne pas parler, mais adopter cette politique européenne qui a consisté à non seulement l'embargo économique, non seulement l'embargo, effectivement, des marchandises, etc., non seulement ne plus nous approvisionner en gaz russe, effectivement, puisqu'il fallait mettre à genoux l'économie russe selon l'immortelle prédiction du non moins immortel Bruno Le Maire. Non, il ne faut pas parler. Ah bon? Il ne faut pas parler. C'est-à-dire que donc ce sont nos ennemis, c'est-à-dire qu'il faut faire la guerre. Alors, non, il ne faut pas faire la guerre, mais il ne faut pas leur parler. Quand on arrive à ce stade, quand même, il y a un problème, et c'est un problème pour moi extrêmement préoccupant pour l'Europe en général et la France en particulier. Quand un ministre des Affaires étrangères, c'est son rôle, ne s'occupe pas, et je voudrais parler de cela, est-ce qu'il ne devrait pas plutôt s'occuper de rétorquer à l'Algérie, qui nous renvoie systématiquement et avec un mépris total les OQTF ou les rappeurs qu'ils ne laissent même pas arriver sur le territoire algérien, ils sont immédiatement renvoyés. Quand Air Algérie, les avions d'Air Algérie refusent de prendre qui que ce soit en OQTF ou expulsé par le gouvernement français, parce que justement il n'y a pas de mandat consulaire. Mais dites-moi, c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper, lui, ministre des Affaires étrangères, de savoir comment répondre à l'Algérie, et je rappelle à l'intention de Sud Radio et des auditeurs et des résistants sur Sud Radio, que Trump a réglé le problème en 1 heure avec les Colombiens, avec les criminels colombiens et autres, avec les violents, les incivilités. En 1 heure, les Colombiens ne voulaient pas reprendre leurs terroristes ou leurs délinquants. Eh bien, en 1 heure, il a dit, vous faites ça, on double les tarifs, plus question qu'un Colombien se rende aux États-Unis, etc., etc. Eh bien, 1 heure après, le président colombien a envoyé ses avions présidentiels pour récupérer ces délinquants et les ramener dans leur pays. Et nous, au lieu que monsieur Jean-Noël Barrot dit « Ah non, mais moi, je ne parlerai pas à Lavrov. Ah non, moi, je suis résistant, je ne parlerai pas à Lavrov. C'est pas mon métier, de parler à Lavrov. » Oui, mais est-ce que c'est votre métier, monsieur le ministre des Affaires étrangères, et de vous occuper véritablement de ce qui se passe quand on bafoue de façon tout à fait spectaculaire. Mais voilà. Et je me mets à la place de Tebboune. Ben, il a raison, Tebboune. Puisque la France ne dit rien, continuons comme ça. Il n'y a pas à tergiverser, voilà. Eh bien, écoutez, monsieur Barrot, occupez-vous plutôt de ces affaires-là qui vous concernent directement que de dire non à tel ou de tel ou de tel. Parce que on n'est pas aujourd'hui, il y a des choses extrêmement importantes. Tout est important. La guerre Russie-Ukraine, mais aussi ce qui est important, mais nos rapports avec l'Algérie notamment. Eh bien, écoutez, ne faites pas de poids et de mesure, et ne faites pas silence sur le fait que sur votre inaction. Ça, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Claire Denis, bonjour. Claire Fourcade, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Écoutez, et je suis très heureux que nous abordions ce livre d'abord qui est bouleversant et puis qui, évidemment, je vais faire un truisme, une banalité de base, mais cette banalité, elle est existentielle et vitale, ça nous concerne tous. La fin de vie. Il n'y a pas une personne qui peut dire qu'elle n'est pas concernée, que ce soit pour elle, pour ses proches, pour qui que ce soit. Et vous avez fait un livre
passionnant parce que d'abord, justement, vous savez de quoi vous parlez. Je rappelle quand même que vous êtes médecin, que vous êtes président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et vous avez parlé longuement de cette pratique quotidienne, et puis de combat avec les lois, avec les juristes, vous prenez position justement sur l'euthanasie et tout le reste. Il y a beaucoup de choses à dire, et on va prendre le temps d'en parler, parce que, et je voudrais citer l'exergue de les deux exergues d'ailleurs de votre livre, mais c'est très bien. Alors Jean-Christophe Ruffin, il est un peu long, mais on va en parler. Mais je voudrais citer justement, ça date de mai 2024, le député communiste Pierre Dharréville, qui disait ça à l'Assemblée nationale. Je peine à me reconnaître dans cette société-là, dans cette humanité-là. Au lieu d'un message d'attachement, d'encouragement et de solidarité, cette loi, on parle de la loi sur l'euthanasie, adresse à chacun un message. Ne crois-tu pas qu'il est temps de partir? Il faut proclamer l'égale dignité des personnes, quel que soit leur état de santé. Changer de regard. Alors effectivement, c'est un problème. Je ne vais pas en parler avec vous, d'autant plus que j'ai de la famille en Oregon et j'ai été témoin de ce qui s'est passé avec, vous savez, mourir dans la dignité, puisque la loi le permet, notamment en Oregon. Mais on va parler de tout cela après les informations. Vraiment, restez avec nous. Claire Fourcade, journal de la fin de vie. Ça vous concerne tous, évidemment. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Je suis très heureux de recevoir Claire Fourcade pour ce journal de la fin de vie qui vient de paraître chez Fayard. Et je vous dis pourquoi. On est toujours très heureux ici à Berkov dans tous ses états et à Sud Radio de recevoir, parce que hélas ce n'est pas toujours le cas, et je ne veux pas parler d'autres médias autres. Des fois, on entend des gens qui font, vous savez, ce que j'appelle les généralistes, les spécialistes en tout, et donc connaisseurs en rien, qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et nous, on essaie justement de faire parler des gens qui, dans leur domaine, connaissent vraiment les choses et peuvent en parler parce qu'ils ont la compétence et ils ont la pratique et ils ont de l'expérience. Et c'est important. Et justement, ce journal de la fin de vie, Claire Fourcade, vous êtes, on peut dire, vous êtes médecin, mais vous êtes une militante. Au vrai sens du terme, oui, c'est pas péjoratif d'être militant. Et je voudrais justement, parlons un peu fin de vie. Quand on dit fin de vie, il y a aujourd'hui, alors, il y a les mots qu'on sait, fin de vie, la vieillesse, la mort, les décès, etc. On s'éteint, enfin, tous les mots de vocabulaire qui sont employés depuis des millénaires, depuis l'Homo sapiens, pour parler de ça. Mais quand on parle aujourd'hui de soins palliatifs ou d'euthanasie, j'aimerais peut-être qu'on définisse tout ça. Pour les gens, que veut dire aujourd'hui l'assistance? Parce qu'on sait très bien, quand on arrive à un certain, que ce soit en EHPAD, que ce soit chez soi, soit ailleurs, nos facultés diminuent, on s'éteint, justement, on s'éteint peut-être progressivement, certaines brutalement, enfin, on va pas refaire l'inventaire des morts, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bonjour et merci beaucoup pour cette question. Je crois que la question des mots, elle est essentielle dans ce débat. Si on veut pouvoir se parler entre nous, c'est une question extrêmement complexe. Il faut qu'on soit d'accord sur les mots qu'on emploie. Les soins palliatifs, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est des soins qui concernent la toute fin de vie. Et en fait, c'est pas le cas. Les soins palliatifs, c'est des soins qui accompagnent la vie avec une maladie grave. Quand vous êtes atteint d'une maladie grave, il y a des priorités qui changent. On est prêt à accepter, pour guérir, des soins un peu agressifs, parfois douloureux. Quand on sait qu'on va pas guérir, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne qualité de vie le plus longtemps possible. Et donc, notre métier à nous, moi, je suis médecin de soins palliatifs depuis 25 ans, à Narbonne, dans l'Aude, un département rural, pauvre, où on accompagne des personnes. Et notre objectif, c'est qu'elles vivent le plus longtemps possible, le mieux possible. Ça veut dire qu'on a des patients qu'on suit depuis 6 ans, 7 ans. Donc, c'est pas seulement des soins de la fin de la vie. C'est ça, c'est très important, oui. Parce que beaucoup de gens pensent soins palliatifs, c'est à la fin de vie. Mourir. Voilà, ouais. On a un patient en ce moment qui est à Tahiti avec un t-shirt où il y a écrit les soins palliatifs, ça m'a sauvé la vie, et qui est en soins palliatifs depuis 7 ans. Et donc voilà, les soins palliatifs, c'est des soins qui accompagnent la vie pour qu'elle soit la meilleure possible jusqu'à son terme. Possible, exactement. À la fois sur le plan physique, la douleur, mais aussi sur le plan psychologique. On peut être angoissé, sur le plan social, avoir de l'aide, pouvoir rester chez soi. Donc c'est tout ce travail-là qui se fait en équipe. Je crois qu'un autre mot important du débat, c'est le mot euthanasie. Donc le mot euthanasie, c'est le fait de faire mourir un patient. C'est un tiers à la demande du patient, mais c'est un tiers. Et dans tous les pays qui l'ont légalisé, ce tiers est toujours un médecin.
C'est ça. Il y a la question du suicide assisté dans d'autres pays. Donc l'euthanasie, juste pour revenir là-dessus, c'est-à-dire que j'ai la volonté de mourir et je demande à quelqu'un de le faire. Voilà. Et donc dans les pays qui ont légalisé, il y en a 9 dans le monde. Donc 9, c'est pas beaucoup, hein, mais il y a 9 pays qui ont légalisé l'euthanasie. C'est un tiers, et ce tiers, en tout cas ça serait important d'en discuter parce qu'en France c'est pas forcément pareil, mais dans ces pays-là, c'est un médecin. Ça doit être un médecin. Voilà. D'accord. Et puis le suicide assisté, c'est la société qui met à la disposition d'une personne les moyens de mettre fin à ses jours. C'est par exemple le cas en Suisse. Donc il y a 7 pays qui ont légalisé. Et aux États-Unis aussi, vous dites. Et aux États-Unis, absolument. Donc l'euthanasie n'est pas légalisée. Certains États des États-Unis. L'euthanasie n'est pas légalisée aux États-Unis. Non, elle est interdite par la Constitution fédérale. Et donc certains États, une dizaine, ont légalisé le suicide assisté. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est important de définir la chose. Oui. Dans le débat en France, on emploie souvent d'autres mots. On va parler par exemple d'aide active à mourir. Moi je trouve que c'est un terme très flou parce que l'aide active à mourir, c'est mon métier aussi. Quand j'accompagne des gens... moi j'aime bien dire que je fais plutôt de l'aide active à vivre, mais jusqu'au moment où ces patients vont mourir. Et donc et vous les aidez à mourir aussi. On les aide, on les accompagne et on est actif, on fait des soins actifs, on utilise tous les médicaments à notre disposition. Enfin, voilà. Donc je trouve que c'est important d'employer les mots et de bien utiliser les mots pour que chacun comprenne de quoi il est question. Alors justement, parlons de ça. Et effectivement, on peut se dire, et justement en lisant votre livre, ce sont des questions qui nous intéressent à tous. Et quand on vous dit, écoutez, on n'a pas, évidemment, vous savez, quand on demandait à Sartre qu'est-ce que c'est que la définition de la liberté, il disait la liberté, parce que vous avez écrit 400 bouquins là-dessus, mais en une phrase. Il dit la liberté, c'est de choisir de choisir de faire ce qu'on a fait de vous, c'est-à-dire de choisir ce qu'on a fait de vous. C'est-à-dire, je n'ai pas décidé mes parents, la naissance, c'est pas moi. Hein. Mais est-ce que la mort, est-ce que la mort, ça doit être moi? Est-ce que le choix de mourir, je ne parle pas évidemment par accident, par meurtre, par guerre, etc. Je parle où on arrive à la fin de sa vie. Est-ce que le fait de choisir sa vie ne devrait pas impliquer celui de choisir sa mort? Alors, ma crainte à moi, c'est que, en fait, effectivement, dans le débat, on entend beaucoup ce mot de liberté, mais est-ce qu'on est vraiment libre de choisir quand on souffre, quand on n'est pas accompagné? En fait, la question, c'est qu'en France, les Français ne sont pas accompagnés comme ils devraient pendant leur fin de vie. Actuellement, aujourd'hui, en France, il y a tous les jours 500 personnes qui meurent sans avoir reçu les soins dont elles auraient eu besoin en fin de vie. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été soulagés comme ils l'auraient dû, dont les familles n'ont pas été accompagnées. Et il me semble que c'est pas une vraie liberté de se dire je préfère mourir que souffrir. La vraie liberté, c'est d'abord de ne pas souffrir pour pouvoir vivre. Et il me semble que c'est ça notre première responsabilité collective. C'est d'assurer que tout le monde sera soigné comme il en a besoin. Mais alors Claire Fourcade, c'est par manque de moyens? Vous dites en France, c'est un État, vous dites 500 personnes tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Sans avoir. C'est quoi? C'est un manque de moyens, d'équipement, de personnel, de choix politiques ou autres? Je dirais d'abord un manque de volonté politique. C'est-à-dire qu'on a fait des lois et on a pensé que parce qu'on avait des lois, ça suffisait. Mais moi, je soigne pas avec des lois. Pour soigner, il faut des gens, il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut des médicaments, il faut de la recherche. Et donc, c'est tout ça qu'on s'est pas donné les moyens parce que c'est un sujet qui fait peur, parce que c'est pas un sujet facile, parce qu'on préfère ne pas y penser. Mais moi, je crois que maintenant, ce débat, il y a au moins ce mérite-là que tout le monde peut se dire, effectivement, la première priorité, c'est de soulager tous ceux qui en ont besoin, de ne pas laisser souffrir et de permettre que chacun meure dans des conditions acceptables. D'accord. Alors justement, de ce point de vue-là, comment il se fait... alors justement, on revient à la question de la liberté. Mais justement, encore une fois, sans me faire l'avocat de X ou d'Y, je vais vous parler on parlait des États-Unis, je vais vous parler d'un ami à moi qui est mort il y a quelques années, français, je ne sais pas son nom, c'était vraiment un de mes meilleurs amis, sinon mon meilleur ami. Il souffrait d'un cancer, il était un peu paralysé des jambes, enfin, il ne pouvait plus marcher, etc. Mais ça allait, mais enfin bon, il en avait marre. Et il m'a dit à plusieurs reprises, écoute, trouve-moi quelque chose, un médecin qui m'administre une pilule pour partir. Voilà, moi j'ai fait mon temps, ça s'est très bien passé. Lui aussi n'était pas dans le désespoir, mais voilà, il avait envie de finir. Et en France, les médecins, c'est illégal, c'est interdit, donc un médecin... Alors, j'en ai parlé à quelqu'un, il m'a dit, mais écoute, qu'il aille en Belgique ou en Suisse, là, il peut le faire.
Et justement, j'aimerais avoir votre avis. Comment faire quand c'est psychologique? Alors, c'est peut-être pas la plupart des cas, mais je vous donne ce cas-là. Et que quelqu'un vous dise, écoutez, moi, voilà, j'en ai marre, j'ai bien vécu, ça va très bien, j'ai envie de partir. C'est peut-être une minorité, probablement une minorité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment on peut faire pour concilier effectivement, et c'est fondamental ce que vous dites, l'essentiel étant de faire des soins aux gens jusqu'au bout pour qu'ils soient le moins, je dirais, souffrant possible, mais en même temps, je reviens à cette question de liberté. Alors, moi, ce qui est important aussi pour avoir une idée de ce dont il est question, la Belgique vient de publier ses chiffres pour l'année 2024, et donc pour l'année 2024, il est parti en Belgique 154 Français pour toute l'année. Si vous mettez ça en lien avec les 500 personnes chaque jour qui meurent en France sans avoir été accompagnés, ça donne une idée aussi donc de quoi il est question. Donc 150 Français sont allés en Belgique pour terminer leur vie. Sur toute l'année. Moi, je travaille dans une équipe qui a accompagné, depuis que j'y suis, plus de 15 000 patients. Et on a eu 3 demandes persistantes d'euthanasie en 25 ans. Ça veut dire que ces demandes-là, qui persistent, hein, j'entends bien, elles sont extrêmement rares. En fait, assez souvent, en tout cas régulièrement, des patients disent à un moment « j'en ai marre, je voudrais que ça s'arrête, c'est trop difficile ». Et puis quand on prend le temps de s'asseoir et de dire « dites-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est difficile, qu'est-ce qui vous est arrivé, pourquoi aujourd'hui vous me dites ça que vous m'aviez pas dit hier ?» Et quand on tire le fil de ce qui vient, « aujourd'hui j'ai mal, ou je suis seule, ou j'ai peur », voilà, ensemble, on regarde qu'est-ce qui peut être fait, comment on peut vous accompagner, et souvent le soir même, le patient vous dit « ah ben demain il y a mon petit-fils qui vient ». Voilà, on est tous très ambivalents sur cette question. Et je crois que le défi pour nous dans ce débat, c'est comment à la fois on rassure les gens, comme vous et moi, plutôt en bonne santé, plutôt éloignés de l'action de la fin de vie, qui se disent « mais si j'étais dans cette situation, je ne voudrais pas vivre comme ça ». Et comment on fait aussi pour préserver la liberté des personnes qui sont en fin de vie. Une fois, un ministre est venu dans notre service et à une patiente, je lui dis « est-ce que vous voudriez la rencontrer ?» Elle me dit « ah non, je suis trop fatiguée, docteur, mais dites-lui que je ne veux pas avoir à me demander si ce serait mieux que je sois morte ». C'est-à-dire que la liberté qu'on donnerait à quelques-uns de pouvoir choisir le moment où ils meurent, elle prive tous les patients de la liberté de ne pas se poser la question de savoir si ce serait mieux que je sois mort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre dans le cadre de la loi, tous les matins, je dois décider que bah oui, je continue encore à vivre parce que la société, elle me dit que si je voulais, je pourrais mourir. Sauf que Claire Fourade, la loi ne va jamais obliger. Non, absolument. Heureusement. Non, elle va obliger personne à choisir l'euthanasie, mais elle va obliger tout le monde à se poser la question. C'est-à-dire, est-ce que ça serait mieux pour moi, pour mes proches, pour la société? Et quand on est dans une période, nous, ce qu'on voit, c'est que nos patients, ils sont souvent fragiles, souvent ils doutent, ils se disent mais quel sens ça a ce que je vis, c'est trop dur pour mes proches. Et si la société elle vient et qu'elle dise ah bah oui t'as raison, effectivement la question se pose, c'est on le voit très bien avec nos proches quand on a des gens autour de nous qui vont pas bien, même juste psychologiquement, hein, pas forcément physiquement. S'ils vous disent ah bah je suis nul, je vaux rien, si vous leur dites ah bah oui c'est vrai t'as raison, ça fait pas du tout la même chose que si vous leur dites mais non t'es quelqu'un de génial et moi t'es. Non, je comprends. Vous dire la loi, ce que vous dites, la loi ne leur dit pas c'est vrai t'as raison, mais la loi peut leur dire posez-vous la question. Voilà, la loi est un message collectif. Et aujourd'hui, on a une loi qui dit à tous les patients, vous comptez pour nous. Et parce que vous comptez pour nous, on va tout mettre en œuvre pour vous soulager. La loi nous oblige, nous les soignants, à tout faire pour soulager, quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. C'est écrit dans la loi. Même si ça doit raccourcir la vie, on doit reculer devant rien pour soulager. Même si ça doit raccourcir la vie. Je veux dire que ce qui compte, c'est, disons, c'est qu'il ne soit pas dans un état de souffrance extrême. Ça veut dire que moi, je peux dire à un patient qui me dit « je m'inquiète, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de m'étouffer, j'ai peur de lui dire « ne vous inquiétez pas, on sera là et on fera ce qu'il faut ». Pour vous soulager, parce que la loi nous y oblige, pas seulement... pour abréger vos souffrances ou abréger pour ne pas vous laisser souffrir. En cas de souffrance réfractaire, de souffrance qu'on n'arrive pas à soulager, on fait ce qu'il faut, on va vous endormir, parfois faire une anesthésie générale pour pas vous laisser souffrir. Et là, souvent, nous, ce qu'on voit, c'est que les patients, ça les rassure, et une fois qu'ils savent qu'ils vont être accompagnés, ils peuvent continuer à vivre. C'est très 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 intéressant et c'est très important et c'est essentiel de parler de ça. On continue juste après une petite pause. Je vous rappelle ce que vous disiez Maud, 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler pour un sujet qui est ce qu'on appelle l'échéance. Et l'échéance, elle est là. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Dans tous nos états, nous serons tous dans tous nos états et puis l'état le plus connu, le plus naturel, nous sommes tous des intermittents. Hein. Nous sommes tous des intermittents du spectacle de la vie. On souhaite tous que ça dure le plus longtemps possible, le mieux possible, mais nous savons qu'à un moment donné,
eh bien, ça a une fin. Et justement, cette fin de vie, vous la décrivez, Claire Fourcade, le docteur Claire Fourcade, dans ce livre, Journal de la fin de vie, paru chez Fayard. Et justement, le fait que vous soyez, c'est intéressant, on en discutait hors antenne, ça fait 25 ans que vous pratiquez. Donc, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené quand même aux soins palliatifs? Alors, deux choses. Quand j'étais étudiante, donc très tôt dans mes études, j'ai été confrontée d'abord à un service dans lequel j'ai vu des gens mourir dans l'abandon complet des médecins. Que ça intéressait absolument pas, qui considéraient que c'était un échec, et ça m'a beaucoup choqué. Et quand puis, vous dites, ils s'intéressaient pas, ils disaient bon, c'est fini, ils sont c'est-à-dire qu'une partis, visite d'un professeur, ça rentrait pas dans les chambres des gens qui allaient mourir, parce que si on n'allait pas guérir, on n'était pas intéressant. Et puis après, je suis passée dans un service qui accompagnait des patients atteints de sida, où là, au contraire, c'était des patients très jeunes, très impliqués, avec des équipes très impliquées, et ça m'a fait découvrir une autre médecine où on travaille ensemble, les patients et les soignants, pour faire au mieux avec la maladie grave et avec des situations difficiles. Et du coup, je suis partie me former au Canada, qui était à ce moment-là un pays très en avance sur les soins palliatifs, avec l'idée qu'on ne peut pas laisser les gens souffrir, qu'on ne peut pas les laisser mourir dans de mauvaises conditions, mais qu'on doit pouvoir faire mieux. Et depuis 25 ans, voilà, avec tout un tas de soignants, mais on essaye de faire mieux. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça vous... Enfin, justement, 25 ans de pratique, ce que vous dites, en fait, sur la condition humaine, parce que c'est ça, hein, vous auriez pu, si Malraux ne l'avait pas pris, vous auriez pu appeler ça la condition humaine. Qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les choses les plus saillantes, les plus fortes que vous retenez de... Eh ben, peut-être ça va étonner vos auditeurs, mais ça rend extrêmement optimiste, pour plusieurs raisons. Extrêmement optimiste. D'abord, souvent les gens qui viennent dans des services de soins palliatifs, ils s'imaginent que c'est des mouroirs, mais j'ai une collègue qui dit que non, ce sont des vivoirs. C'est-à-dire, c'est des lieux où quand la vie est comptée, elle est particulièrement intense, elle est précieuse, on n'a pas de temps à perdre avec des choses pas importantes, on va directement à l'essentiel. Moi, je suis toujours frappée, au bout de 25 ans, de voir comme la vie se glisse dans tous les interstices qu'on lui laisse. C'est pas la maladie qui est crainte, c'est la vie. Souffle de vie, le souffle de vie est là. C'est impressionnant, la vie, elle est là. Les gens qu'on accompagne sont des vivants. Je n'utilise jamais le mot mourant. Les gens qu'on accompagne, ils sont vivants et ils ont envie de vivre, même quand la vie est difficile, quand elle est complexe. C'est incroyable, la pulsion de vie. Et puis, moi, je suis très frappée aussi. Alors, je travaille en milieu rural, plutôt. En tout cas, les familles sont très présentes auprès des patients. Je trouve ça très impressionnant parce que c'est difficile d'accompagner quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est rare les gens qui sont seuls. Beaucoup de familles qui sont prêtes à bouleverser leur quotidien pour être présentes, pour accompagner. Et je trouve que ça rend aussi très optimiste sur les liens, sur la nécessité de nouer des liens. Par contre, on voit beaucoup de gens qui sont démunis parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un mourir, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et c'est notre travail à nous de dire, ben voilà, c'est important que vous soyez là, on peut vous aider, on va vous dire ce que vous pouvez faire, mais voilà, permettre aux patients d'être entourés par les gens qu'il aime et de vivre le mieux possible chez lui, ou hospitalisé quand c'est nécessaire. Ou chez lui, hospitalisé, mais voilà, là où il a envie d'être, et d'être à chaque moment en sachant qu'il y a une équipe qui est là et qui sera là jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce que effectivement, ça change, oui, des grandes villes ou des grandes métropoles, où effectivement, parce que il y a ça aussi, et je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez, parce que vous avez lu les livres de Philippe Ariès sur Bien sûr. Et il y a eu quand même en Occident, c'est pas vrai en Afrique, c'est pas vrai dans d'autres pays, où on ne voulait plus voir la mort. On ne veut pas la voir. Effectivement, nous sommes là dans la vie, la consommation, etc. Et donc, les morts, on les enterre loin. Avant, on les gardait presque jusqu'au bout dans les maisons. Maintenant, on les enterre loin, au cœur de ville. On ne veut plus voir ça. C'est pas bien. Est-ce que c'est quelque chose qui perdure, qui est de plus en plus là, parce que... Alors, vous avez complètement raison sur puis, on meurt de plus en plus vieux, et donc la mort est de plus en plus loin. On peut vivre maintenant jusqu'à 60, 65 ans en ayant ses parents et en n'ayant jamais vu quelqu'un mourir. Et donc, voilà, nous, notre travail, c'est aussi de réapprivoiser ça. Et d'ailleurs, avec la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, on a importé en France depuis 2 ans des formations qui s'appellent Dernier Secours. Pareil qu'on peut se former au premier secours en une journée. Vous voulez dire n'importe quel civil, n'importe quel voilà, peut se former à la question de l'accompagnement. Et on est impressionné du nombre de gens qui s'inscrivent à ces formations organisées par des mairies, des entreprises. C'est-à-dire qu'on a ce besoin de réapprivoiser. Et puis la question de l'accompagnement, c'est pas seulement une question de soignants. C'est vraiment nous tous, notre voisin, nos proches, ceux qui sont, et de dire bah oui, c'est important que vous soyez là. Vous avez des choses à apporter. C'est pas seulement un métier, c'est aussi comment, comme société, on accompagne les plus fragiles. Et c'est incroyable de voir le succès de ces formations. Donc vous pouvez trouver partout, et sur Dernier Secours, il y a un site internet pour s'inscrire, qui sont vraiment pour le grand public. Dernier Secours. Dernier Secours. Voilà. Et par exemple, les Allemands, il y a 30 pays d'Europe qui font ça. Les Allemands, ils forment les lycéens au Dernier Secours, au Premier Secours et au Dernier Secours.
C'est dans notre vie, à certains moments, on va être des accompagnants, et puis à certains moments, on va être accompagné, déjà quand on est bébé, puis à la fin de notre vie. Et c'est important, ça nous, voilà, ça nous concerne tous. Oui, mais comment je reviens à ma question, mais il y a quand même un mouvement, et vous le savez mieux que moi, un mouvement qui dit oui, bon, je veux pas la voir, la mort. Ouais. Et vous dites effectivement, quand vous êtes à Narbonne, c'est tout à fait autre chose. Vous sentez quand même Narbonne ou ailleurs. C'est ça. Je pense que c'est aussi ailleurs. Hein. Je pense que là aussi, il y a besoin d'être accompagné pour les proches, pour être là, pour pas que les morts soient laissés seuls ou isolés. On a par exemple tous des services dans lesquels les familles peuvent venir 24 heures sur 24. On essaye d'avoir des services où il y a des espaces de convivialité, on peut faire la cuisine, il y a des espaces de jeux pour les enfants, on vient quand on veut, il y a des jeux pour les enfants, il y a des coloriages, qui permettent de dire mais oui, tout le monde est bienvenu, si c'est la grand-mère. Le patient est là dans sa chambre, mais on peut... Les familles sont là, elles vont échanger entre elles peuvent se faire un café, elles peuvent déjeuner là, manger en famille avec le patient, et ça c'est vraiment important, c'est la vie jusqu'au bout. Bien sûr. Et vous constatez, alors justement, on revient à ça, puisqu'on va parler des moyens. Sauf que aujourd'hui, alors vous savez, on disait pendant très longtemps, la France avait le meilleur système de santé du monde. On est un peu revenu là-dessus. Est-ce que franchement, aujourd'hui, dans votre domaine, des soins palliatifs, des accompagnements, etc., est-ce que vous dites, et la volonté politique, vous l'avez mise en question, et effectivement, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus, est-ce que les moyens sont là? Parce que quand vous dites qu'il faut, voilà, que les familles puissent venir, il faut des équipements, il faut de l'espace, il faut des gens, il faut des soignants, il faut des collaborateurs. Est-ce que le compte y est aujourd'hui? Alors, ce qui est très important, c'est que, en fin de vie, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, au quotidien, dans notre pratique, c'est pas de loi qu'on manque. La loi nous permet d'accompagner. Et mon expérience, je travaille dans un département rural, qui est le département rural le plus pauvre de France, qui est un désert médical. Et du coup, je dis toujours, si c'est possible chez nous, c'est possible partout. On n'a rien de spécial. Hein, voilà. Simplement, il faut qu'il y ait cette volonté-là d'une équipe soignante, d'une direction, de porter ce projet-là. C'est-à-dire, il faut considérer que c'est quelque chose d'important. Dans un grand CHU, on peut préférer faire des greffes de foie ou des choses qui sont peut-être plus médiatiquement, plutôt que d'accompagner les gens en fin de vie, qui paraît moins glamour et qui est moins... L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, c'est une synergie, il me semble qu'il y a beaucoup aussi une question de comment nous, collectivement, et là j'insiste vraiment sur cette question-là, c'est vraiment un regard collectif qu'on porte sur cette question-là, ensemble. Est-ce qu'on considère que c'est une priorité? Et je crois que les débats de ces dernières années, ils ont permis de se rendre compte que oui, c'est une priorité, tout le monde est d'accord, il faut développer les soins palliatifs. Je pense que s'il y a une loi sur les soins palliatifs, là, prochainement, elle peut être votée à l'unanimité. Il n'y a pas eu de loi votée à l'unanimité en France depuis la loi Leonetti en 2005, qui était déjà une loi sur la fin de vie. Et je trouve que ça aurait du sens que de nouveau nos députés disent à l'unanimité oui, on pense que c'est important. Alors à condition qu'il y ait encore une fois les moyens. Comme vous dites, la loi c'est très joli, mais si on ne l'applique pas et si on ne donne pas les moyens de l'appliquer, ça ne va pas. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Claire Fourcade, le journal de la fin de vie. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La fin de vie, effectivement, elle peut se décliner dans des tas de termes, mais il faut être en bon terme avec les mots et pas se tromper de définition. Claire Fourcade, on parlait justement des lois, mais justement, vous l'avez dit vous-même, qui dit loi, dit moyen, parce qu'une loi, si elle n'est pas appliquée... c'est pas ça l'état de droit, ça devient l'état de tordu. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, chez vous? Vous m'avez dit hors antenne, vous parlez de ça, vous dites voilà, vous êtes à Narbonne, un des départements les plus pauvres de France, sinon le plus pauvre de France, et pourtant vous dites on ne manque ni de soignants ni de médecins, alors que partout on parle des déserts médicaux, on ne parle que de ça, que voilà, et que les jeunes ne veulent pas aller, ils veulent rester dans les capitales, dans les métropoles, dans les grandes villes, etc. Vous dites mais c'est pas le problème. Alors, ça dépend. En tout cas, en soins palliatifs, ce qu'on propose aux jeunes médecins, dans l'équipe où je travaille, on a 3 très jeunes médecins qui sont passés chez nous comme internes et qui sont restés, parce qu'on propose du travail en équipe. Et ça, je crois que c'est très important. Ce que veulent plus les jeunes soignants, c'est d'être seuls, c'est de se retrouver tout seul. Mais là, le fait de travailler en équipe, de réfléchir ensemble, de pas être seul face à ces situations qui sont difficiles. Hein. La fin de vie, c'est quand même compliqué parce que même si c'est très vivant et même si c'est très fort, c'est aussi difficile pour les soignants. Moi, je suis très frappée. Dans notre service, on a des très jeunes soignants
soignants, des infirmières qui ont 21, 22 ans, qui ont choisi d'être en soins palliatifs et qui restent en soins palliatifs. Oui, parce qu'il faut s'occuper de la personne et donc là, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut prendre soin des équipes, il faut prendre soin des soignants, il faut que ça ait du sens pour les soignants. Notre système de santé, au sens large, pas seulement pour la fin de vie, il souffre d'un manque de sens. C'est-à-dire que quand on demande à une infirmière de faire une toilette en moins de 10 minutes, de courir et de prendre en charge 20 patients, elle a l'impression qu'elle fait mal son métier, elle a l'impression qu'elle devient maltraitante et du coup, elle dit il vaut mieux partir que de rester. Et le défi pour nous, c'est comment on fait pour donner du sens aux soignants qui sont là et qui sont incroyables dans leur volonté de faire le mieux possible avec dans des conditions parfois vraiment difficiles. Et on sait que c'est possible. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est de se dire c'est possible. Comment on fait pour que ce soit le cas partout ? Et comment on fait pour que ce soit le cas partout ? Et encore une fois, mais vous dites, par rapport à vous, je comprends, mais est-ce que vous comprenez les gens qui vous disent, oui, mais on souffre d'un manque de moyens ? Je vais prendre un exemple très précis. Et c'est pas du tout des attaques à dominem. Vous comprenez, quand on voit qu'il y a les autorités régionales de santé, les ARS qu'on a créées un peu partout, qui emploient des gens qui sont je n'ai rien contre eux, mais c'est des fonctionnaires ou des bureaucrates, ce n'est pas des soignants. Et quand on voit que le tiers du personnel hospitalier de santé est composé d'autorités régionales de santé, on peut se poser des questions quand même, sur la paperasse, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a intérêt à penser un système où il y a le moins de freins possible, parce que les équipes sont très dynamiques avec beaucoup de projets. Et c'est parfois tellement difficile de faire aboutir un projet que ça en est décourageant. Il y a aujourd'hui en France 20 départements dans lesquels il n'y a pas de service de soins palliatifs. 20 départements. 20 départements. Alors sur tous 100, les patients qui sont en fin de vie n'ont pas besoin d'un service de soins palliatifs. C'est seulement les situations les plus compliquées. Mais ça veut dire que ces situations qui sont les plus difficiles, les patients qui souffrent, qu'on n'arrive pas à soulager, qui ont besoin d'une expertise, ces patients-là, soit ils doivent partir loin de chez eux, ce qui est jamais un souhait quand on est avec une maladie grave, soit ils vont être accueillis dans un service qui est moins équipé, qui a moins de personnel, qui est moins compétent pour les accueillir. Et ça contribue parce que tous les proches de ces patients-là, ils vont rester avec l'idée que ça a été tellement difficile, ça a été tellement douloureux cet accompagnement que moi je veux pas vivre ça. Et on entend souvent des députés ou qui racontent des histoires où on se dit mais c'est incroyable qu'en 2025 ce soit encore comme ça en France, on doit pouvoir faire autrement. Et là il y a une vraie urgence à ce que partout en France on puisse avoir accès aux soins dont on a besoin. C'est vraiment essentiel. Que chaque département au moins ait son unité de soins palliatifs. On puisse se dire, si je suis dans une situation difficile, je sais qu'une équipe pourra m'accompagner et pourra m'aider. Et ça, je crois que c'est un élément qui peut rassurer aussi et faire qu'on envisage cette fin de vie de manière plus tranquille que si on se dit ça va être un moment affreux avec des souffrances affreuses. Dans les sondages, on dit toujours aux gens, si vous souffriez de manière insupportable, est-ce que vous préféreriez ? Mais personne ne voudrait souffrir. Je crois qu'en premier, on voudrait être soulagé. C'est ça. C'est ça, mais en premier, on voudrait être soulagé. Et la première urgence, parce que quand les gens sont soulagés, après, l'envie de mourir disparaît avec le soulagement. Alors une question, je ne sais pas si ça s'est posé chez vous, mais il y a eu, vous le savez, de ce point de vue, des drames vraiment forts au moment du Covid, la gestion du Covid, surtout confinement et compagnie. Nous avons tous eu, en tout cas moi, mais je suis sûr que nous sommes des milliers, voire des millions à avoir su des proches et des amis, etc., qui pouvaient même pas voir leurs parents, même pas quand ils étaient décédés, parce que il fallait qu'ils se tiennent loin, etc. Il y a eu tous ces drames. Vous parlez de justement de réunir, voilà, chez vous, la famille peut venir déjeuner, prendre un café, etc., 24 heures sur 24. Mais là, c'était 0 heure sur 24. Je veux dire, il y avait des gens en état de mort ou presque, ou d'agonie, on ne pouvait pas les voir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été ressenti ? Alors, ça dépend beaucoup de où on a travaillé en France. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un lieu où on a été moins atteint que d'autres régions par le Covid. Mais par exemple, chez nous, à ce moment-là, au moment du Covid, on avait dans notre service un patient de 32 ans qui avait 5 enfants petits. Et tout de suite, je pense que pour les soignants, c'était impensable d'imaginer qu'on allait empêcher ce père de voir ses enfants. Juste pendant le confinement. Ouais. Et du coup, ce patient-là, en fait, a fait sauter les règles. Et du coup, on a continué d'accueillir les familles, avec des conditions, voilà. Et vous avez fait sauter les règles. C'est-à-dire que ça paraissait intenable pour personne de laisser mourir ce jeune père de famille sans avoir vu ses enfants, sans que sa femme ait pu être là. Et du coup, ça a permis aussi de réadapter les règles, en tout cas
de les réajuster à ces questions de fin de vie en se disant mais voilà, c'est quoi le risque pour eux? Le risque, c'est de mourir seul. Et donc voilà, ça nous a permis d'accompagner. Risque de mourir seul, qu'est-ce qu'il a été suivi? Écoutez, Maud vient de donner justement cette information qui est parue dans le Canard, mais qui est tout à fait vraie. Pour dire, c'est à Paris, à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Claire Faucade, écoutez, un patient atteint d'un cancer en phase terminale s'est fait mettre à la porte au motif qu'il n'avait plus besoin de soins. Il s'est retrouvé sous une pluie battante devant l'hosto, il est mort une semaine plus tard. C'est révoltant. La seule chose qu'on peut dire, c'est révoltant. Qu'est-ce qui fait que notre système de santé est arrivé à un point de tension tel que des situations comme ça sont possibles? Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un seul soignant souhaite faire ça. Je connais pas cette situation, bien sûr, hein, mais ça veut dire que en tout cas, on l'a mis à la porte. Que la tension est telle sur les lits pour avoir de la place pour des patients qu'on n'est même pas en capacité de s'assurer que ce patient, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est ce qui est notre travail à nous. Contrairement à ce qu'on imagine dans un service de soins palliatifs, il y a des gens qui rentrent chez eux, qui sortent. Chez nous, 50% des patients vont retourner à la maison, mais jamais ils vont partir sans qu'on se soit assuré des conditions dans lesquelles ils seront à la maison et qu'on ira les voir à la maison et qu'ils reviendront s'ils ont besoin. Voilà. En fait, ça dépend. C'est ça le problème, c'est quand il n'y a pas de moyens, il arrive des drames pareils, ils sont terribles. C'est ça. Et c'est vrai que c'est... Et justement, alors là, je voudrais qu'on aborde justement la grande question, une des grandes questions. Quand on dit le droit de mourir dans la dignité, vous savez, cette association qui prône... alors, vous diriez que les partisans de cette loi qui n'a pas pu être votée, vous diriez qu'ils sont pour le suicide assisté ou pour l'euthanasie? Alors, en France, clairement, la DMD, l'Association pour le droit à mourir en dignité, elle demande l'euthanasie et le suicide assisté, les deux. Les deux, d'accord. Ça, là, je crois que c'est très clair, je déforme pas leur souhait, ils veulent l'euthanasie. Ce qui est, dans ce débat-là aussi, ce qui est important, parce que parmi les personnes qui sont favorables à une nouvelle loi, il y a deux groupes de personnes. Certains, c'était, je pense, le cas du président Macron, quand il a commencé, disent il faut une loi pour des situations exceptionnelles, pour quelques patients qui ont des grandes souffrances qu'on n'arrive pas à soulager. Et puis d'autres disent c'est un nouveau droit. On veut un nouveau droit qui doit être accessible au plus grand nombre, la liberté de choisir sa mort. Et donc c'est deux débats, à mon avis, très différents. Ils se rejoignent quand même quelque part, non? Alors, ils se rejoignent dans la volonté d'avoir une nouvelle loi, mais il me semble que, en tout cas, de toute façon, il faut se dire qu'on ne peut pas faire une loi juste pour des situations exceptionnelles. Oui, alors justement, Claire Faucade, moi ça m'intéresse vraiment, parce qu'encore une fois, entre les deux, bon, c'est pas que mon cœur balance, mais... Je voudrais comprendre. Autant je comprends parfaitement, et non seulement je comprends, et que nous sommes tous, je dirais, en admiration, et en tout cas parce qu'on sait ce que c'est qu'un travail. Hein. C'est pas un travail devant un micro, c'est un travail à l'hôpital, et c'est autre chose. Donc, il n'y a pas respect et chapeau là-dessus pour ceux qui font leur travail, et ils sont nombreux. Mais pourquoi... n'accepteriez-vous pas, ou pourquoi il ne peut pas y avoir, non pas une synergie, ce serait un très mauvais mot, mais pourquoi il peut y avoir le choix aussi? Qu'est-ce qui vous embête dans le fait de dire, pour certains, écoutez, moi, j'ai envie de choisir, mettons, le suicide assisté, ou, enfin, appelons-le comme ça, vous avez donné les bonnes définitions. En quoi ça m'intéresse vraiment de savoir, encore les partisans des soins palliatifs, ça ne vous enlève pas du monde, et je sais que non, mais surtout, c'est pas là. Non, je sais, non, mais c'est pour ça que je le pose comme ça. En quoi ça vous embête qu'il y ait l'expression d'une liberté de quelqu'un, attention, de lucide, évidemment, on va pas parler des abus de faiblesse et autres. Mais en quoi ça vous... Alors, il y a plein de choses dans votre question qui sont toutes importantes. Alors d'abord, un point qui est important, que certainement beaucoup d'auditeurs ne savent pas, c'est que les soins palliatifs sont nés en France, et c'est très important de le savoir pour comprendre le débat actuel. Oui. L'euthanasie était une façon tout à fait banale de mourir en France dans les années 80. On a tout à fait oublié ça, mais l'euthanasie était quelque chose de tout à fait banal. Se pratiquait très largement. Beaucoup de patients décédaient par des euthanasies. Et les soins palliatifs sont nés... C'était quoi dans les années 80? On utilisait ce qu'on appelait des cocktails liquides, c'est-à-dire un mélange de drogue dont l'objectif était de faire mourir les patients. C'était tout à fait banal. Et donc les soins palliatifs... Et légal ?
C'était ni illégal ni illégal. Il y avait une zone grise, ça n'avait jamais été parlé, et c'était une façon tout à fait banale. On ne sanctionnait pas les gens non, qui... et puis voilà, tout ça se faisait sans vraiment de discussion ni de réflexion. Et les soins palliatifs, ils sont nés du refus de ces pratiques, en disant c'est pas possible de faire mourir les gens parce qu'on ne sait pas les soulager. C'est les quand alors exactement les soins palliatifs? Dans les années 80, pareil, 80-90, on doit pouvoir soulager mieux, on doit pouvoir faire mieux. Et donc les soins palliatifs, ils sont nés entre autres du refus de ces pratiques. Et donc c'est pour ça aussi que maintenant il y a cet antagonisme qui est très important. Et puis après sur cette question de la liberté de certains, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est comment on fait pour que la liberté de certains n'empiète pas sur d'autres. Et puis cette liberté, elle est adressée aussi, cette demande, elle est adressée aux soignants. Et nous, on a fait une grande enquête, on a interrogé tous les acteurs de soins palliatifs en France en leur demandant comment ils se positionnaient par rapport à cette loi. C'est moi ce qui me permet aussi de prendre la parole dans les médias. Et 96% des soignants nous ont dit ça peut pas faire partie des soins, ça peut pas être un soin. Le soin, dans la définition, c'est quelque chose qui maintient ou améliore la santé. Nous sommes d'accord. Faire mourir, ça n'améliore pas la santé. Alors, je sais pas pour vos auditeurs, mais moi, en tout cas, je suis pas foutu d'euthanasier un chaton. Je serais pas capable. Et c'est des patients qu'on connaît, avec lesquels on a échangé. Il faut s'imaginer ce que ça représente pour un soignant, pour un médecin. Mais Claire Fourcade, on n'a jamais dit, enfin, je veux dire, encore une fois, je me fais le temps d'une émission, l'avocat de... On n'a jamais dit, et ils ne disent pas que l'euthanasie est un soin. Que le suicide assisté est un soin. Tout à fait. C'est ce qui est écrit dans la loi. Oui, absolument. C'est ce qui est écrit dans la loi. Écoutez, je n'ai pas examiné assez. Ils disent que c'est un soin. Non, parce que pour moi, c'est pas un soin. Ça arrête les soins. On est d'accord. Mais non. La définition de la loi, et c'est la première. On a pris la parole collectivement avec 800 000 soignants de 25 organisations professionnelles de toutes les disciplines qui font de l'accompagnement de fin de vie pour dire. C'est pas un soin. Donner la mort ne peut pas être un soin. Mais c'est évident. Enfin, je veux dire, moi, je serais le premier à vous dire, mais pas seulement moi, les tas de gens. C'est évident que le suicide assisté, c'est pas un soin. C'est évident. Mais si à partir du moment où les gens disent, attendez, moi, c'est pas un soin que je cherche, c'est d'en finir. Où est le problème? Alors, deux choses, toujours. Voilà, par exemple, les Suisses, on légalise, enfin, chez eux, le suicide assisté est possible et c'est interdit aux soignants de participer. Donc, c'est des associations de bénévoles qui font, mais c'est interdit aux soignants. Donc, ça, c'est une première chose. Mais la deuxième question que ça pose, et où il faut être bien conscient, il y a chaque année, en France, 200 000 tentatives de suicide, dont 100 000 hospitalisations. Et aujourd'hui, la société dit non. Attention, c'est autre chose. La société dit non. Elle dit, vous voulez mourir. Vous avez dit que vous vouliez mourir, vous l'avez montré, vous vous êtes défenestré, vous avez fait parfois des choses très violentes et la société dit non. Parce qu'on tient à vous, on ne peut pas consentir à ça. Comment on va faire la différence? Pourquoi à certains, on va dire non, vous, on tient à vous, on ne veut pas vous laisser mourir, et vous, on tient moins à vous. Vous êtes handicapé, une personne de 30 ans, en bonne santé, qui se suicide, on va la réanimer, on va tout faire pour la maintenir en vie. Est-ce qu'une personne handicapée de 30 ans, on va lui dire, vous, c'est différent, on tient moins à vous, et vous, on est d'accord. Vous voyez, comment c'est important de se rappeler que la loi est un message collectif et qu'elle dit quelque chose de comment notre société regarde les gens vulnérables, les gens fragiles, les gens malades. Non, je vous comprends très bien, mais c'est une véritable question. Mais c'est une question métaphysique. C'est très complexe, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas noir et blanc. Parce que si vous voulez, je comprends parfaitement ce que vous dites. Et encore une fois, je trouve que si la loi dit que c'est un soin, ça n'a pas de sens. Enfin, en ce qui me concerne, je dis à titre personnel, c'est pas un soin. En revanche, encore une fois, vous savez très bien, et c'est terrible à dire, c'était Camus qui disait la seule question philosophique valable, c'est le suicide, mais il le disait en philosophe. Mais et vous savez très bien ce que disait Romain Gary, Ernest Hemingway et autres. Moi, si vous voulez, la question qui est posée, mais on va continuer d'en parler parce qu'elle n'est pas, c'est la question de la liberté et en pleine conscience. C'est pas du tout la question de quelqu'un qui se suicide, soit par amour, soit par misère. Et c'est terrible. Et là, évidemment, il faut tout faire pour. Mais le vrai problème, c'est où se met la question de la liberté. Mais vous avez tout à fait raison, il faut la formuler de la manière la plus forte possible. On va en parler juste après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs. Ce qui entoure effectivement, ce qui nous concerne tous, nous attend tous. Claire Fourcade, dans ce journal de la fin de vie, justement, on était en train de parler à la fois des moyens et on parlait surtout du fait de où s'arrête, où commence la liberté et la loi.
ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, c'était Lamennais qui disait, ça va vous faire de l'eau à votre moulin. Il disait, vous savez, dans certaines sociétés, c'est la loi qui protège et la liberté qui opprime. Donc effectivement, il faut faire attention à tout. Hein. Dans ce débat, la nuance est reine et c'est très important. Mais encore une fois, le vrai problème, c'est comment faire effectivement, d'abord faire que les soins palliatifs soient partout. Et vous dites, il y a 20 départements en France pour ne parler que de la France, qui ne l'ont pas. Et c'est évidemment une erreur. Peut-être qu'on pourrait supprimer certaines bureaucraties, mais je n'irai pas plus loin. Et en fait, comment concilier quand même une approche de la liberté qui, de toute façon, va exister. C'est-à-dire que le problème, vous savez très bien qu'il y a la loi, et puis ceux qui contournent la loi, pour le meilleur ou pour le pire. Mais quelquefois, par exemple, est-ce que vous n'avez pas un peu l'appréhension, puisque cette loi va revenir, et on va en parler, et je suppose que vous allez vous battre et vous allez vous mobiliser là-dessus, bien sûr. Comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas, du coup, vous savez, ce qu'on appelle la transgression. Mais là, pas spécialement dans les plus mauvais sens du terme, qui dira, oui, mais écoutez, moi j'en peux plus, bon, je sais que la loi l'interdit, mais je vais trouver un moyen, et puis je trouvais le cocktail lithique, etc., etc. Comment faire, vous savez, la loi qui va supposer des contournements ou des transgressions? Alors, je pense que n'importe quelle loi, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, il y a des gens qui transgressent les lois, mais je crois que c'est pas parce que des gens transgressent qu'on doit enlever la loi ou changer la loi. C'est important parce que la loi, elle fait un rempart aussi à la souffrance. La question de la fin de vie, c'est beaucoup de souffrance pour les patients d'abord, pour leurs proches, pour les soignants, et parfois on a envie que ça s'arrête. Des patients ont envie que ça s'arrête, des proches ont envie que ça s'arrête, et parfois même nous les soignants, on se dit, oh là là, c'est trop. Et la loi, elle nous fait rempart de ça. À un moment, elle met une limite. La loi vous dit quoi exactement là-dessus? Quand ça arrive à un degré où c'est insupportable. La loi, elle dit, ça c'est vraiment, merci de poser la question, parce que cette loi, elle est très mal connue, alors qu'elle est incroyable. La loi, elle dit d'abord, un patient a le droit de demander l'arrêt d'un traitement n'importe quand. À n'importe quel moment, un patient peut dire, maintenant j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Et le personnel médical doit le suivre. Et nous, on est obligé non seulement de le suivre, mais de le soulager. Si l'arrêt de ces traitements entraîne de l'inconfort, on doit mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour le soulager. Par exemple, un patient atteint d'une maladie de Charcot, une SLA, c'est cette maladie très difficile dont on entend souvent parler, qui a un appareil qui l'aide à respirer. S'il nous dit, moi maintenant, c'est fini, j'en ai marre, je veux m'arrêter, je veux arrêter cet appareil, on va le mettre en anesthésie générale, enlever l'appareil de respiration, et le patient va décéder tranquillement avec ses proches. Donc ça, c'est le premier article de la loi. Un patient peut arrêter un traitement. Elle dit aussi aux médecins, interdit de s'acharner. L'obstination déraisonnable, c'est interdit. Alors, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui est déraisonnable, mais en tout cas, la loi, elle vient dire on n'a pas le droit de faire des traitements qui maintiennent en vie juste pour maintenir en vie. Et puis, elle dit, ce que je disais tout à l'heure, on doit soulager quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. Et donc, si un patient reste douloureux, malgré tous les traitements qu'on a mis, on peut faire une anesthésie générale, on peut l'endormir, on ne doit pas laisser souffrir. Et ça, c'est dans la loi actuelle. Et ça, c'est important parce que beaucoup de patients ignorent. Et quand on leur dit, mais ne vous inquiétez pas, voilà ce qu'on va pouvoir faire, on voit tout de suite que l'angoisse, parce que pourquoi cette loi n'est pas connue, et on a eu des campagnes, chose qu'il faut dire par les antibiotiques c'est pas automatique, un verre ça va, 3 verres bonjour les dégâts, le gilet jaune, on n'a jamais eu une campagne de communication qui dit voilà vos droits. On ne vous laissera pas souffrir. C'est hallucinant. Ils font des campagnes sur n'importe quoi, sur les poudres de larves. Il ne faut pas de campagne sur la fin de vie. Alors que voilà, cette loi, elle permet. Et la première réunion qu'on a eue l'année dernière au ministère pour préparer la nouvelle loi, on était une quarantaine de soignants de toutes les spécialités. Il y a eu un tour de table et toutes les spécialités, les réanimateurs, les oncologues, les pneumologues, les néphrologues, tout le monde a dit avec cette loi, on a les moyens d'accompagner correctement les patients jusqu'en fin de vie, quelle que soit notre spécialité, quels que soient les patients. Moi, je travaille, il se trouve que Narbonne, en plus d'être une région pauvre, c'est la région du monde où l'incidence de maladie de Charcot est la plus élevée, avec une zone du Japon. Sans qu'on sache pourquoi, mais en tout cas, donc on accompagne régulièrement des patients atteints de cette maladie. Et la loi actuelle nous permet à chaque étape de leur maladie de leur dire, voilà, est-ce que vous souhaitez avoir un dispositif pour être alimenté? Si vous souhaitez, on peut le faire. Si vous souhaitez pas, on va vous accompagner, faire en sorte que vous souffriez pas. La loi nous permet de le faire. Et donc ça, c'est vraiment important de rassurer les gens en disant, on ne vous laissera pas souffrir. Mais par contre, il faut pour ça former mieux les soignants. Trop de soignants sont pas assez formés. Les médecins, en général, 9 ans de formation pour un médecin généraliste actuellement, ça va passer à 10. Ils ont 7 heures de formation sur la douleur et les soins palliatifs. En 9 ans? En 9 ans.
Et donc 7 forcément, heures de formation en 7 avance heures. sur la douleur, les soins palliatifs. Et forcément, ils disent on se sent pas capable. Eh ben oui. Et donc sûr. il faut évidemment former mieux les soignants. Ça doit faire partie de la nouvelle loi. Il faut former mieux les soignants pour que n'importe quel patient ait un médecin qui sache aussi utiliser les bons médicaments au bon moment ou faire appel à une équipe quand il en a besoin. Écoutez, Claire Fourcade, si vous n'êtes pas dans les 6 mois qui viennent conseillère spéciale du ministère de la Santé, nous ferons une insurrection. Parce que, à mon avis, vous êtes de très bons conseils là-dessus, franchement. Écoutez, en tout cas, la question que je voudrais vous poser, peut-être à la fin, vous savez, c'est... vous savez ce que disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Et justement, on parlait de fin. Au fond, l'humanisme, c'est consiste à dire, non pas abréger la souffrance, mais faites que ça se passe le mieux possible. Exactement. Prendre soin des gens jusqu'au bout, leur dire qu'ils ne seront pas seuls, qu'on sera là et qu'on va les soulager et que les soignants, c'est leur métier d'accompagner et les proches aussi, parce que c'est difficile aussi d'être aidant. Et moi, j'ai envie d'une société et d'une loi qui soit la loi du plus faible. C'est-à-dire, on va prendre soin de tous, même les plus fragiles, et on sera là ensemble. Non, mais la loi du plus faible, vous rêvez. Enfin, vous êtes une utopie totale. Non, complètement, mais ça fait 25 ans que je rêve. Je ne désespère pas. Et dites-moi, est-ce qu'il y a eu des mots d'un patient, enfin, vous avez plusieurs mots, qui vous ont dit des choses qui vous ont marqué? Ah oui, bien sûr, très souvent. J'ai même écrit un livre là-dessus, parce que je trouve on est traversé par des histoires tellement incroyables, des histoires de vie de patients avec des parcours tellement incroyables. Mais alors sur la question vraiment juste de la fin de vie, récemment, je l'ai repris, il y a un patient qui m'a dit docteur, moi vous savez ce que j'aimerais, c'est m'endormir chaud et me réveiller froid. Et je trouvais que c'était tellement, ça disait tellement notre ambivalence, se réveiller froid. C'est-à-dire qu'à la fois, dormir chaud et me réveiller froid. Ça disait tellement comment la mort c'est difficile à envisager, s'envisager mort. Et voilà, c'est cette ambivalence-là que nous on accompagne. Et donc on travaille pas en noir et blanc, mais vraiment dans 50 nuances de gris. Et c'est de laisser la place à ces 50 nuances de gris et à cette complexité. Claire Fourcade, merci d'être venue nous parler de ce livre bouleversant. Merci beaucoup. Journal de la fin de vie. Vraiment, il faut le lire. C'est chez Fayard. Merci.